Vous écoutez l'épisode 55 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Mille merci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager une interview inspirante, celle d'Alexandra Dupont. Alexandra est directrice associée au sein de la société d'investissement Raise, présidente de France Invest avec elle, également membre du conseil d'administration de France Invest et vice-présidente du COMEX 40 du MEDEF. En parallèle de sa brillante carrière dans un monde professionnel plutôt masculin, Alexandra est aussi maman de 3 jeunes enfants. J'ai eu grand plaisir à l'interroger sur son parcours, sur ses multiples casquettes et sur son moteur au quotidien. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci de me recevoir chez Raise. Donc vous vous appelez Alexandra Dupont et vous êtes directrice associée de chez Raise, qui est une société d'investissement. Je suis très curieuse d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, avec plaisir. Donc, merci déjà de me recevoir. Je suis ravie. Donc, effectivement, je suis aujourd'hui directrice associée chez Raise Investissement, alors qui est une structure qui est extrêmement atypique parce qu'effectivement, c'est une société d'investissement, mais qui est adossée à une fondation que nous avons nous-mêmes créée et qui soutient les startups françaises sur une logique de philanthropie pure. Et donc, la manière dont ça fonctionne concrètement, c'est que toutes les équipes d'investissement ont accepté de reverser 50% de leur intéressement sur plus-value à cette fondation pour lui donner les moyens de soutenir les startups, donc avec des programmes de mentoring, des formations, des prêts d'honneur sans garantie à taux zéro. Donc c'est un modèle qui est totalement unique en France et même a priori au monde parce qu'on n'a pas trouvé d'autres initiatives comme celle-là et en tout cas jamais de toute façon dans des proportions telles où des équipes reversent jusqu'à 50% de leur intéressement. Et surtout, ce qui est à souligner, c'est que ça ne se fait pas au détriment de la rentabilité qu'on propose à nos actionnaires, puisque c'est vraiment sur notre part en tant qu'équipe. Donc, c'est un engagement fort des personnes qui travaillent chez Raise, mais qui nous permet vraiment, en tout cas, de concilier la performance financière et la bienveillance avec cette dimension de philanthropie. Ok, très intéressant. J'avoue que je suis bluffée. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est une aventure assez formidable. J'ai eu la chance, en plus, d'arriver au moment de la création, donc il y a bientôt 6 ans. On est parti de la feuille blanche avec cette volonté de casser les codes. Et puis, on a la chance que, finalement, le projet se soit bien développé. Aujourd'hui, on a 4 équipes d'investissement différentes. J'en co-dirige une avec mon associé Mathieu Blanc. Et puis, donc, notre fondation, Raise Sherpa, qui reste encore et toujours au cœur de notre dispositif. Et puis donc je fais ce métier du capital investissement depuis 2002, donc ça va faire maintenant 17 ans, un petit peu plus de 17 ans. Je l'ai découvert un peu par hasard, mais je l'ai tout de suite adoré et j'y suis restée ensuite sur le long terme. Et c'est vrai que j'ai eu la chance en plus de découvrir assez tôt l'association France Invest dont vous parliez, qui est très active pour le capital investissement et qui fait beaucoup de choses pour notre profession. Je m'y suis engagée assez tôt, puisque j'ai d'abord été présidente d'une commission qui s'appelait AFIC Avenir, puisque à l'époque l'association s'appelait AFIC, et qui était en charge d'aider justement les jeunes professionnels à découvrir la profession, à s'intégrer. Et puis j'ai repris un peu de service quelques années après en présidant la commission Invest avec elle, dans laquelle je suis donc très active aujourd'hui et en intégrant aussi le conseil d'administration, comme vous le disiez, de France Invest. Et je pense que c'est vraiment pour ça, et parce que je suis très engagée dans l'association depuis de nombreuses années, qu'on m'a ensuite proposé de représenter France Invest effectivement au COMEX 40 au sein du MEDEF, puisque j'y suis avec la casquette représentant de la profession.
Très bien. Alors, si on s'intéresse de plus près à votre métier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites au quotidien, du coup, chez Raise? Oui, alors notre volonté, donc, notre métier consiste avant tout à investir dans des entreprises avec donc la volonté d'accompagner les dirigeants de ces sociétés sur le long terme. Et donc, en général, leurs besoins peuvent être assez variés, du type financer un projet de développement en France ou à l'international, investir dans une usine pour l'agrandir, la moderniser. Ça peut être aussi acheter une société, enfin procéder à une acquisition, soit qui peut avoir un positionnement complémentaire par rapport à leur activité. Enfin voilà, il peut y avoir plein de besoins qui nécessitent une ouverture du capital et donc de l'apport de nouveaux capitaux. Ça peut être également pour des besoins de recomposition du capital. Donc par exemple, quand vous avez un actionnaire minoritaire ou des familles qui sont actionnaires et à un moment elles peuvent avoir des visions différentes et des objectifs différents. Donc dans ces cas-là, il y a besoin d'une respiration capitalistique et nous, on intervient pour ces raisons. Donc ça veut dire que concrètement, au quotidien, mon métier consiste à d'abord, identifier ces sociétés dans lesquelles on peut être amené à investir. Deux, les analyser pour comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs enjeux, quels sont les marchés sous-jacents, quelles sont bien entendu aussi leurs performances économiques, etc. Et trois, une fois qu'on a investi, il y a vraiment donc cette dimension d'accompagnement, puisque donc, nous prenons systématiquement des postes au conseil d'administration de ces sociétés, dans l'optique de pouvoir être vraiment des partenaires sur le long terme, et donc de pouvoir leur donner des conseils, un regard sur la stratégie. Ça peut parfois être sur aussi un recrutement, une structuration d'équipe en interne. Voilà, c'est assez varié. D'accord. Et est-ce que, en fait, vous avez toujours eu en tête cet objectif professionnel d'être aujourd'hui directrice associée, alors chez Raise, à l'époque ça n'existait pas, donc, et d'avoir les multiples casquettes que vous avez? Est-ce que vous saviez dès le départ, en fait, que vous consacreriez votre carrière à la finance et l'investissement et au soutien des entrepreneurs? Alors oui et non, ce qui est vrai, c'est que très tôt, en fait, dès la première année en école de commerce, puisque j'ai un parcours école de commerce à l'EDEC, et ensuite je suis partie 1 an à Copenhague, à l'étranger, j'ai fait un master de finance internationale. Donc ce qui est vrai, c'est que dès ma première année en école de commerce, je me suis dit que j'allais aller en finance, et j'ai commencé à regarder les métiers autour de la finance, et tout de suite, je me suis dit que je voudrais aller en fusion-acquisition. Mais non, dans le sens où je connaissais absolument pas le métier du capital investissement en tant que tel, qui est d'ailleurs un métier qui est assez récent, puisqu'il a été créé dans les années 80. Donc voilà, moi je suis rentrée sur le marché du travail en 2001. Donc le métier avait à peine une vingtaine d'années, donc ce qui veut dire que c'était beaucoup des professionnels qui avaient eu des carrières antérieures un peu différentes et qui avaient ensuite évolué vers ce métier. Il y avait très très peu de jeunes. Enfin, il y avait peu de communication. C'était pas du tout, il n'y avait pas du tout de professionnels qui venaient parler en école auprès des jeunes diplômés pour promouvoir le métier. Donc je ne le connaissais pas, et je suis vraiment partie en me disant je ferai de la fusion-acquisition. J'ai commencé mes stages de fin d'études et mon premier emploi en fusion-acquisition. Et ensuite, c'est le hasard qui a voulu que j'arrive très très tôt en début de carrière en capital investissement, puisque en réalité, il y a eu la crise de 2001 qui a été assez violente. Moi, à l'époque, j'étais dans une équipe où du jour au lendemain, qui a été du jour au lendemain littéralement fermée. Donc, tous les membres de l'équipe ont eu la bonne nouvelle, c'était une structure anglo-saxonne, ont eu la bonne nouvelle de savoir que, en gros, à la fin du mois, il faudrait partir. Et c'est en cherchant à rebondir que finalement, j'ai rencontré un chasseur de tête qui m'a parlé d'une opportunité en capital investissement. Donc, je suis vraiment arrivée par hasard, et c'est vrai que j'ai tout de suite adoré ce métier parce que très au contact des entrepreneurs, bien entendu dans la finance d'entreprise, donc qui était ce que j'avais spoté entre guillemets dès mes études, et c'est vrai qu'en plus avec beaucoup de sens, parce que bon, bien sûr maintenant chez Raise, compte tenu de notre engagement, mais au-delà de ça, même dans mes équipes antérieures, c'est quand même un métier où au quotidien on accompagne et on aide des entrepreneurs et on aide les entreprises à se développer, donc ce qui m'a tout de suite beaucoup plu.
Et alors, donc après cette expérience dans cette structure anglo-saxonne, quel a été votre parcours jusqu'à arriver chez Raise ? Alors, donc, j'ai commencé dans un fonds qui s'appelle 21 Central Partners. Alors maintenant, il n'y a plus le Central, maintenant ça s'appelle 21 Partners, qui était une société franco-italienne qui avait été notamment cofondée par la famille Benetton, où je suis restée à peu près 6 ans. Et puis ensuite, j'ai eu la volonté d'aller découvrir un autre type de modèle. Et donc, je suis allée dans un fonds pan-européen, beaucoup plus gros, avec une organisation très différente, où je me suis d'ailleurs pas beaucoup plu. Donc je suis restée quand même à peu près 2 ans, un tout petit peu moins de 2 ans, mais je n'avais pas la volonté de rester. Et puis ensuite, je suis allée chez BNP Private Equity, qui est un fonds bancaire. Et donc, en fait, ça m'a permis de voir des facettes assez différentes du métier parce que sur des entreprises de taille assez variée, petites, moyennes, grandes, sur des tickets, nous, dans notre jargon, on raisonne en tickets d'investissement, c'est-à-dire en montant unitaire qu'on va investir dans les entreprises. Et donc, sur des tickets de 5 millions à 200, 300 millions d'euros, donc avec un spectre très large. Et c'est vraiment ce qui m'a permis aussi d'affiner mes choix, mes envies, ma personnalité, ce pourquoi j'étais faite, pas faite, et qui m'a petit à petit amené au choix de Raise, qui aujourd'hui coche toutes les cases par rapport à le positionnement de marché, au-delà de tout le reste, sur lequel j'avais envie d'évoluer d'un point de vue professionnel. Alors, vous savez que mon podcast s'appelle Femmes et ambitieuses, et donc la fameuse question, est-ce que vous vous définissez comme une personne ambitieuse, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Oui, alors clairement, moi, je toujours totalement assumer ça. Je suis effectivement quelqu'un d'assez ambitieuse, et je suis ambitieuse, je pense, pour moi, à titre personnel, mais également, je pense, globalement, pour mon entourage, pour les projets. Je pense que Raise est aussi une maison ambitieuse. Et d'ailleurs, je pense que l'ambition est un moteur qu'on retrouve très souvent chez les dirigeants, et je pense quasiment chez tous les dirigeants qu'on accompagne, nous, chez Raise, parce que pour avoir envie de se développer à l'international, créer des emplois, entreprendre au sens large, il faut voir grand, il faut être capable de prendre des risques. Et l'ambition est un moteur, et je pense qu'on se retrouve d'ailleurs assez bien autour de ces thématiques. Et en amont, d'ailleurs, quand on décide d'investir dans une entreprise, le fit avec l'équipe dirigeante et la définition d'un projet commun est vraiment quelque chose d'important. Donc, on passe toujours du temps à voir si on a bien la même vision du projet, si on partage les mêmes ambitions, etc. Donc oui, ambitieuse. Et à titre personnel, si je reviens sur cette partie de votre question, pour moi, l'ambition se traduit par le fait que j'ai toujours eu des objectifs professionnels assez précis, et j'ai toujours été très constante dans mon engagement et dans mes moyens pour y arriver. Donc mes objectifs en tant que tels, bien entendu, ont évolué au fil des années parce qu'en fonction de l'âge, en fonction de la construction de carrière, en revanche, l'engagement et les moyens, eux, sont restés assez constants. Ok. Alors, dans une vidéo de présentation de France Invest avec elle, je vous ai entendu dire qu'il était possible de briser le plafond de verre. Et donc, je suis curieuse, comment avez-vous fait ? Et est-ce que vous vous êtes frotté à des limites, des résistances, qu'elles soient intérieures ou extérieures ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, avant tout, on a très souvent cette discussion aussi dans le cadre, effectivement, de mon club Invest avec elle. La question du plafond de verre revient très souvent. Je précise toujours que j'ai quand même eu, je pense, de la chance, puisque j'ai entendu divers témoignages avec des discriminations quand même plus ou moins fortes, des licenciements après des congés maternité, des bonus carrément supprimés ou en tout cas très fortement diminués. Ce qui peut être des choses assez difficiles, assez douloureuses à vivre. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais connaître ça. Et en plus, aujourd'hui, j'évolue chez Raise, qui est une structure qui est totalement paritaire, et y compris à tous les niveaux hiérarchiques. Donc, je le précise quand même pour vos auditrices qui peuvent vivre parfois des situations assez difficiles. Pour autant, bien entendu, tout n'a pas toujours été rose. Et le métier du capital investissement est un métier qui est quand même globalement très masculin.
officiellement, on a 22% de femmes dans la profession. Bien sûr, ce qui diminue au fur et à mesure des années, puisque à peu près 30% à l'entrée de la profession, on tombe à 15, péniblement 15 au niveau des associés, et on sait que les chiffres sont complètement faux et sont probablement largement surévalués, puisqu'on a toujours un problème dans les statistiques qu'on remonte, puisque en général, les plus mauvais élèves de la classe et les sociétés d'investissement qui ont 0 femmes ont tendance plutôt à pas répondre aux enquêtes et à pas le dire. Donc en réalité, je pense que c'est plutôt moins que ça. Donc j'ai par définition évolué dans des équipes où j'étais très souvent la seule femme. Et donc avec toute la complexité que ça peut entraîner, à la fois en termes de fonctionnement au quotidien, les petites remarques, les petites blagues qui sont parfois quand même un peu désobligeantes, etc. Donc pour moi, le premier enseignement, c'est déjà, et je pense que c'est une de mes forces, ça a été de me faire un peu une carapace et de ne pas écouter tout ça, en considérant que c'était du bruit. Bon, c'était pas non plus très grave, hein, comme je vous le disais, et que donc c'était de l'énergie perdue plus qu'autre chose de s'y arrêter. Et donc, c'est vrai que si je regarde avec un peu de recul quelques années plus tard, peut-être ça a été quand même assez dur au tout début, parce que quand on est jeune femme dans la profession, c'est un peu compliqué. Mais très vite, en fait, je me suis plutôt fait une carapace et je me suis dit, OK, ça n'existe pas. Je me détourne pas de mon chemin, j'avance. Le deuxième point, je pense, et qui est probablement le plus fondamental et qui m'a permis d'avancer dans ma carrière, c'est qu'à un moment, j'ai pris du recul pour essayer de comprendre quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses, de quoi j'avais vraiment envie. Et est-ce que la société dans laquelle j'étais, l'équipe dans laquelle j'étais, était en adéquation avec ses forces et ses faiblesses. Et ce qui est vrai, c'est que à l'époque où j'ai eu tout ce questionnement intérieur, la réponse a été non. C'est-à-dire que clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je me suis trompée. Je suis allée dans une équipe qui n'était pas du tout faite pour moi et où je pense que j'avais pas la personnalité. Enfin, ça collait pas du tout. Et donc à ce moment-là, je me suis dit de toute façon, si je reste là, ça va être de mal en pis. Donc, il faut provoquer le changement. Et c'est là aussi, je pense, où j'ai peut-être aussi un peu provoqué ma chance, parce que je suis partie. Je me suis dit, OK, je me suis trompée, j'aurais pas dû aller là. Donc, il faut partir, il faut bouger. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'en suis un peu voulu d'avoir fait cette erreur, parce que concrètement, j'étais pas allée au bon endroit. Mais aujourd'hui, je suis assez convaincue du fait que si je m'étais pas trompée, que j'étais pas allée me confronter à cette réalité qui était pas la mienne, je serais pas là où je suis aujourd'hui, parce que ça m'aurait pas permis de comprendre tout ça et ça m'aurait pas permis d'évoluer. Donc pour moi, la chose la plus importante pour vraiment pouvoir durablement réussir dans sa carrière professionnelle, c'est ça, c'est de se dire est-ce que j'ai fait le bon constat, est-ce que je me suis posé les bonnes questions, est-ce que je suis au bon endroit, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, il faut juste bouger. Et puis après, effectivement, il y a aussi une dimension intérieure, puisque c'est quand même assez souvent féminin d'avoir ces petites phrases qui reviennent, je vais pas être à la hauteur, d'avoir un peu tendance à douter. Donc je pense qu'il faut aussi en prendre conscience. Bon, c'est une réalité. Je pense qu'effectivement, les femmes probablement se posent un peu plus de questions et doutent un peu plus que les hommes. Alors, est-ce que c'est aussi parce que les chiffres, c'est vrai, quand on est une rare femme dans un métier très masculin, par définition, déjà, vous arrivez, vous vous demandez pourquoi vous êtes là et il n'y en a pas plus. Donc, je pense que c'est probablement un trait de personnalité un peu général. Et puis, c'est aussi une situation qui est un peu imposée par le fonctionnement de la société aujourd'hui. Mais donc, je pense qu'il faut en prendre conscience et puis il faut essayer de lutter contre. Clairement, vous le disiez, j'ai 3 enfants. Quand on mène de front une carrière et une vie familiale avec 3 enfants, il y a forcément des loupés. Et je pense qu'il faut essayer de se dire c'est pas grave si je suis pas parfaite, il faut accepter qu'il y ait des loupés et il faut avancer. Donc toutes les mamans qui travaillent sont confrontées à ça. Ouais. Et je pense qu'il faut à un moment un peu lâcher prise aussi, en se disant c'est pas grave, on avance, quoi. Ok. Et dans ce que vous disiez juste plus tôt, au moment où vous avez décidé que vous alliez partir et donc chercher quelque chose d'autre, est-ce que vous avez eu peur de partir ? Non. En fait,
La première fois, où j'ai quitté l'équipe dans laquelle j'étais, j'ai pas eu peur parce que j'avais vraiment envie d'aller faire autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après je m'en suis un peu voulu, pour être honnête, parce que j'ai un peu foncé tête baissée en me disant de toute façon j'ai envie d'aller voir un autre fonctionnement, donc j'ai pas eu peur, mais par contre j'ai effectivement eu à court terme des regrets. Et la deuxième fois quand je suis partie, j'ai pas eu peur non plus parce que de toute façon j'étais profondément pas heureuse là où j'étais, donc j'avais pas le choix dans ma tête. J'étais vraiment obligée de partir. Donc non, j'ai pas eu ce sentiment de peur. Vous aviez déjà décidé en fait. Ouais. Oui, oui. J'avais décidé que j'avais envie d'aller voir ailleurs. Ma personnalité fait que j'aime bien globalement plutôt essayer de repousser mes limites et d'aller vers le changement. Et donc oui, de temps en temps, quand on fait ça, on peut se tromper. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque part, c'est aussi comme ça qu'on devient plus fort dans la culture anglo-saxonne aux États-Unis. Tant que vous n'êtes pas trompé, que vous n'avez pas trébuché, que vous n'avez pas un truc à raconter dans votre CV où vous avez une expérience un peu douloureuse, ils considèrent que vous n'êtes pas accompli. Donc, c'est quand même assez franco-français de se dire que l'échec, c'est grave. Hein. C'est facile à dire avec le recul quelques années après. Sur le moment, c'est pas drôle, mais... Ouais, non, mais effectivement, on est d'accord. L'échec est toujours un apprentissage. Quel est votre moteur pour cette carrière, cette vie? C'est quoi votre moteur? L'envie. J'ai toujours essayé d'aller là où j'avais envie d'aller et de faire ce que j'avais envie de faire. Et je pense que j'ai toujours essayé d'être en adéquation avec moi-même, avec ce que je ressentais. Et donc, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, ça fonctionne à ma petite échelle et en toute modestie, mais que ça fonctionne. Ok. Au quotidien, comment décririez-vous votre état d'esprit? Je pense que comme je suis à peu près là où j'avais envie d'être, je suis assez épanouie, donc plutôt positive, et après souvent débordée quand même. Mais bon, positivement débordée. Ok. Donc, vous êtes directrice associée chez Raise, ce qui veut dire que vous dirigez une équipe. Alors, combien de personnes dirigez-vous et quel manager êtes-vous? Alors, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes spécifiquement. Donc, il y a une dizaine de professionnels spécifiquement dans mon équipe. Alors, je la co-dirige avec mon associé. Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir quel manager on est, mais je pense que... Il est vrai que je suis quelqu'un d'assez exigeant, mais j'essaye en tout cas systématiquement de ne pas demander aux autres ce que je ne m'impose pas à moi-même. On est dans une profession qui, de toute façon, est une profession qui est très engageante, où effectivement, il y a quand même globalement beaucoup de temps passé au bureau. Enfin voilà, c'est des métiers qui sont assez engageants et psychologiquement assez engageants, parce que c'est vrai que quand on accompagne une entreprise, un entrepreneur, on est dans l'histoire. Hein. C'est pas vrai que quand on rentre à la maison, on débranche et on n'y pense plus. Donc il y a de l'exigence, mais je suis persuadée que la force de l'exemplarité est fondamentale. Donc je crois beaucoup à ça. Et après, je pense aussi que la réussite est forcément collective. Alors, c'est vrai dans beaucoup de professions, mais je pense que c'est aussi vrai dans la nôtre, parce que choisir d'investir dans telle ou telle entreprise, la réponse c'est jamais oui ou non, c'est jamais blanc ou noir. Donc c'est quand même en confrontant les avis, en ayant vraiment un esprit d'équipe, je pense qu'on arrive aussi à créer de la valeur. Et c'est vrai également dans l'accompagnement, parce que de toute façon, on ne peut pas faire ce métier seul et isolé, ça ne fonctionne pas. Donc j'essaye de rester quand même à l'écoute des personnalités qui sont parfois fortes dans nos métiers, enfin dans mon équipe. Et puis de savoir également aussi les fédérer autour d'un projet, et voilà, et d'essayer en tout cas de faire attention qu'on embarque bien tout le monde dans la même aventure et qu'on les laisse pas au bord de la route. Donc, vous nous avez parlé de Raise et de la philanthropie. Je suis curieuse de savoir, vous, de quelle façon vous incarnez cette valeur dans votre quotidien chez Raise. Alors,
effectivement, la dimension de philanthropie est importante dans notre dispositif. Avant toute chose, comme je vous le disais, toutes les équipes d'investissement ont accepté de reverser 50% de leur intéressement sur plus-value. Donc, au quotidien, concrètement, à chaque fois qu'on fait une plus-value sur un investissement qu'on a réalisé, l'équipe reçoit une part d'intéressement sur les plus-values qui sont réalisées. Et j'en reverse et toute l'équipe en reverse 50%. Donc, il y a un engagement c'est franchement très beau très fort. Et c'est pour ça que même si vous en avez parlé, je vous repose la question parce que je pense que c'est bien de le dire très clairement. Ça n'arrive pas souvent. On ne l'entend pas. Effectivement. Et d'ailleurs, parenthèse, quand on a créé Raise, on a eu quand même au début beaucoup de personnes qui ont été très surprises, y compris bien entendu dans notre profession du capital investissement, et avec des actionnaires qui nous ont dit mais est-ce que vous allez vraiment avoir des équipes d'investisseurs qui vont être motivés parce que est-ce qu'ils vont pas moins gagner d'argent qu'ailleurs, et sachant que la dimension financière est quand même importante forcément dans ces métiers. Et je suis convaincue que cette générosité, cette philanthropie nous permet de mettre en place un vrai cercle vertueux, nous permet de créer de la valeur, nous permet d'attirer aussi peut-être des entrepreneurs qui n'auraient pas voulu aller s'adosser à un fonds d'investissement sans couleur, sans saveur, sans valeur. Et donc voilà, c'est un exemple, mais je suis assez persuadée de ce cercle vertueux. Donc oui, avant tout, il y a cet engagement très fort qui illustre vraiment la philanthropie. Après, au-delà de cette dimension financière, notre volonté était aussi que les équipes d'investissement puissent consacrer à peu près 10% de leur temps à notre fondation Raise Sherpa. Donc moi, au quotidien, je garde 10% de mon temps pour rencontrer des dirigeants de start-up, pour participer au comité de sélection également de nos prêts d'honneur, pour décider d'attribuer un prêt de 100 000 € à telle ou telle entreprise. Ça peut être simplement prendre un peu de temps pour répondre à une interrogation. Enfin voilà, c'est juste de la disponibilité. Et c'est aussi important. On a parfois des demandes, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui créé aussi de l'envie. Il y a d'autres sociétés d'investissement qui se créent un peu autour de ce modèle, ou tout simplement des entreprises qui ont envie de pouvoir consacrer une partie de leur temps ou de leur partie de leur argent à des causes de philanthropie dans leur secteur. Et on a parfois cette demande de dire mais moi j'ai pas forcément beaucoup de moyens financiers, qu'est-ce que je peux faire? Mais déjà juste de consacrer du temps, de pouvoir parfois être mentor, de pouvoir juste pouvoir répondre à des interrogations de jeunes entrepreneurs ou d'autres profils de personnalité, ça crée de la valeur. Avec ces casquettes professionnelles et vos 3 enfants, comment vous faites pour tout conjuguer? Alors, avant tout, je pense qu'il faut une bonne organisation. Donc, c'est vrai que il y a une PME à la maison, concrètement. J'ai la chance d'avoir aussi, et avant tout d'ailleurs, un mari qui est très compréhensif et qui m'a d'ailleurs même toujours plus poussée, donc qui est très supportif et donc bien sûr avec qui est indispensable dans l'équation familiale. Et je pense que pour réussir, on dit souvent que derrière chaque grand homme il y a une femme, mais je pense que l'inverse est vrai aussi, parce que c'est un projet de couple et il faut que les deux soient quand même en phase. Donc ça, c'est le fait de partager un objectif et une vision d'organisation et de vie avec son conjoint, son mari. Je pense que c'est assez important. En tout cas, pour moi, c'est ce qui permet de fonctionner. Et puis, au-delà de ça, 2-3 babysitters en permanence dans la Manche pour pouvoir gérer les coups durs, les mauvaises nouvelles, les petites urgences. Et puis aussi, je dois reconnaître la chance d'avoir des grands-parents qui habitent pas très très loin et qui sont notamment disponibles pour toute la dimension devoir pour les enfants. Donc voilà, quand même beaucoup de facettes pour que ça fonctionne. Et au milieu de tout ça, être capable en permanence de hiérarchiser, prioriser les tâches, se dire voilà, qu'est-ce que je dois faire, et encore une fois, accepter parfois au milieu de toute la to-do list que de temps en temps on a oublié la tâche B1275 page 4 et que c'est pas grave. Et est-ce que vous diriez que vous avez trouvé votre équilibre ?
Oui, j'ai clairement trouvé mon équilibre aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est en permanence mouvant, hein, parce que la vie fait que l'équilibre qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai le lendemain, mais oui, globalement, ça fonctionne bien. Super. Et alors, est-ce que vous avez du temps pour vous en dehors du travail et des enfants ? Alors là, je dois reconnaître que non. C'est vrai que mes enfants sont encore un peu petits. Ma dernière a 3 ans, donc probablement que ça n'aide pas. Mais non, je reconnais que quand j'ai fini mes obligations professionnelles, mes obligations extra-professionnelles et que je me suis occupée de ma famille, il me reste à peu près le temps de dormir. Et encore pas toujours beaucoup. Mais j'ai bon espoir que ça va s'améliorer avec les enfants qui vont grandir ou pas, parce que peut-être c'est d'autres soucis. Mais non, à l'instant T, j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps libre. Ok. Vous avez dit plutôt qu'à un moment dans votre carrière, vous avez pris du recul. Du coup, en tant que coach, je suis assez curieuse. Est-ce que vous êtes déjà fait coacher ? Non, je me suis pas faite coacher en tant que telle. C'est vrai que quand j'ai traversé donc une période un peu difficile dans mon parcours, où j'ai fait le constat que je m'étais trompée d'équipe, que j'étais pas heureuse, que c'était compliqué, que il y avait beaucoup de tensions, que là où tout fonctionnait avant et où j'avais l'impression que tout me réussissait, du jour au lendemain, tout est devenu au contraire en sens inverse négatif. Donc cette période-là a été assez difficile. À ce moment-là, je me suis pas fait coacher. En fait, je sais pas, je pense que encore une fois, mon mari a été assez important à ce moment-là pour moi, parce que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui et qui a vraiment une confiance en lui qui est très importante, et qui a vraiment confiance en moi aussi. Et donc, au moment où je doutais, il m'a permis de maintenir le cap et de me dire, mais non, regarde, telle et telle réalité. Donc, j'ai fait ce processus toute seule en réalité. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis, je pense, dans la tempête, de faire un peu le dos rond et de me dire, le jour où j'ai vu une accalmie, de me dire, ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris pourquoi je m'étais trompée. Là, il y a une accalmie, je sors, j'y vais, et il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Ok. Vous êtes auto-coaché, quoi. Oui. Après, ça devait pas être aussi efficace qu'un vrai coaching, mais bon, en tout cas, ça marche très bien. Ça a permis de passer le cap. Quel conseil vous aimeriez donner aux femmes ambitieuses qui nous écoutent et qui doutent parfois de leurs ambitions et qui aimeraient atteindre leurs objectifs professionnels ? Alors, vaste sujet. Avant tout, moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que déjà, c'est vrai que les femmes ont tendance à douter un peu plus, je pense, que les hommes, mais quand même, le doute n'est pas réservé aux femmes, hein. Je pense que les hommes doutent aussi. Ils le montrent probablement différemment. Peut-être que proportionnellement, c'est un peu moins. De toute façon, comme c'est pas la même personnalité, c'est pas la même forme, ça fait pas le même rendu. Mais pour autant, les hommes doutent aussi. Et 2, je pense qu'un peu de doute est quand même assez salutaire, parce que c'est aussi ce qui permet de se remettre en cause, et c'est aussi la remise en question qui permet d'avancer. Donc 1, le fait de douter, c'est pas catastrophique. 2, une fois qu'on a dit ça, pour autant, un peu de doute, c'est bien, trop de doute, ça va plus. Donc je pense que c'est important de se poser les bonnes questions, effectivement. Et une fois qu'on y a répondu, je pense qu'il faut plus en poser trop, quoi. Il faut avancer. Et donc, moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est on se pose vraiment, donc effectivement avec un coach ou seul, enfin peu importe le format, mais on se pose des questions, et puis une fois qu'on y a répondu, il faut avancer. Il faut pas avoir peur, et surtout, je pense qu'effectivement, il faut croire en soi, parce que si on ne croit pas soi-même en soi, on renvoie pas une image positive aux autres, et donc c'est très compliqué de demander à quelqu'un de croire en soi quand au fond nous-mêmes on est persuadé que de toute façon on va pas y arriver, parce que ça se sent quand même, ça transpire. Donc je pense qu'il faut vraiment s'enlever tout ça de la tête, et puis se dire qu'il n'y a pas de raison, ça sert à rien d'avoir peur et qu'il faut avancer. Quel est votre mantra ? Mon mantra, j'aime bien cette phrase de Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je suis assez convaincue de ça.
Et je pense qu'effectivement, il y a une autre citation aussi de Paul Claudel qui dit que le pire n'est jamais sûr. Je crois aussi, voilà, il faut se dire que de toute façon on apprendra, on n'aura pas toujours forcément des mauvaises nouvelles, faut le tenter et il n'y a pas de raison que ça marche pas et qu'on n'ait pas des bonnes surprises. Et si ça marche pas, on apprendra toujours quelque chose. J'adore. Je suis d'accord. Alors, si on s'intéresse à votre futur, est-ce que vous avez une bucket list, des objectifs professionnels ou personnels que vous aimeriez réaliser et partager avec nous? Alors, j'ai pas en tant que telle une vraie liste. Bon, comme je vous le disais, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, je l'assume, donc les idées ne manquent pas. Bon, par ailleurs, j'ai 3 enfants, donc malgré tout ça, ma priorité première reste quand même ma famille. Donc, je dirais avant tout, je voudrais surtout essayer de réussir. J'ai bien essayé parce que qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que l'éducation des enfants, mais je voudrais en tout cas essayer de réussir, faire en sorte que mes enfants soient épanouis et soient équilibrés. Donc, à court terme à titre personnel, mais également sur le long terme à titre personnel et professionnel. Donc ma priorité, elle reste celle-là. Donc ça décline en beaucoup de points. Mais voilà, ça reste mon objectif. À plus court terme, c'est vrai que avoir un peu plus de respiration personnelle, de pouvoir ne serait-ce que de temps en temps me faire un spa ou prendre un bon bouquin sur un transat sans bouger, ça serait déjà pas mal. Et puis aussi, petite frustration parce qu'avec des enfants petits, j'ai pas vraiment pu voyager, en tout cas faire des grands voyages ces dernières années. J'avais commencé ma carrière professionnelle quand même assez à l'international. Ça me manque un peu et aujourd'hui, j'aimerais bien le faire plus sous l'angle de faire découvrir le monde à mes enfants. Ouais. Donc voilà, à court terme, j'aimerais bien pouvoir commencer à revoyager également avec eux. Et donc voilà, là je suis en train de me demander un peu, est-ce que l'année prochaine ce serait pas le bon moment avec une petite dernière de 4 ans, c'est jouable. Et le Japon me tend très bien parce que je me dis que c'est une civilisation qui est radicalement différente de la nôtre et montrer ça aux enfants, voilà, pour leur ouvrir un peu le regard, j'irais bien. Donc voilà, j'essaye de rester déjà pragmatique sur les prochaines étapes et puis on verra bien pour le reste. Ok. Et alors, dans 10 ans, que ferez-vous? Et alors, dans 10 ans, bonne question. Quand votre fille aura 13 ans alors... Oui, la dernière aura 13 ans. Effectivement, l'aînée 20 ans. Mon Dieu, ça fait peur. Non, je ne sais pas où je serai. Ce qui est sûr, c'est que j'ai depuis longtemps ces 2 piliers en moi qui me permettent de me construire, que sont ma famille et ce métier que j'adore. Et je prends les paris sur le fait que dans 10 ans, je les aurai toujours. Probablement, ils auront évolué, mais ils seront toujours là et je pense que je serai toujours dans ce métier. Mais voilà, et surtout, j'espère avec le même équilibre professionnel et personnel qui est un peu en permanence en train d'être... qu'il faut ajuster en permanence, mais voilà, j'ai rien de plus précis en tête. Ok. Alexandra, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Et je suis ravie que vous ayez partagé ça avec mes auditrices. Donc, merci. Bah écoutez, merci à vous. J'espère que voilà, j'aurais pu éventuellement, sur des jeunes femmes qui nous écoutent et qui voudraient pouvoir avoir envie de découvrir ce métier, en tout cas, pouvoir leur avoir donné quelques petites clés de la manière dont ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut s'y épanouir en tant que femme. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes que je coach ont 10 à 15 ans de carrière derrière elles et occupent des postes à haute responsabilité, dans une entreprise ou dans la leur. Les personnes qui travaillent avec moi sont très motivées. Je les choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre objectif et du travail qu'on pourrait faire ensemble,
vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.